Ce soir à l'émission, avant la pause du temps des fêtes, les villes adoptent leur budget. Le budget de fonctionnement concerne les services offerts aux citoyens, par exemple le déneigement, les services d'incendie, les activités de loisirs. Et on vous propose une révision des règles à suivre pour une conduite hivernale sécuritaire. Appliquer la règle de M. McSween, en as-tu vraiment besoin? En entrevue, je reçois Lynn Aubertin, avec qui il sera question de détresse familiale. La majorité de notre clientèle, c'est des jeunes qui sont souvent très isolés, qui ont besoin d'un modèle positif pour évoluer dans la vie. Enfin, Étienne Saint-Laurent nous parle des spectacles à venir chez Odyssène. Mais on peut s'attendre à des spectacles rien de moins qu'exceptionnels. Bienvenue à Accès Local. Mardi 16 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, on est en pleine période d'adoption des budgets pour la prochaine année dans les municipalités. Il y a quelques villes qui ont adopté le leur. Mais rappelez-nous, on va faire la tournée, là, mais rappelez-nous d'abord en quoi ça consiste, construire un budget municipal. Oui, alors avant la fin de chaque année, les municipalités doivent déposer un budget de fonctionnement équilibré et un plan d'immobilisation pour l'année suivante. Donc le budget de fonctionnement concerne les services offerts aux citoyens, par exemple le déneigement, les services d'incendie, les activités de loisirs. Le programme d'immobilisation, pour sa part, est un plan d'investissement habituellement sur 3 ans pour les nouveaux projets que veut mettre en place la Ville dans les prochaines années, par exemple la construction d'un nouveau centre sportif ou alors l'amélioration des rues et des bâtiments municipaux. Cette somme des dépenses ne doit pas dépasser les revenus perçus par la Ville en 2026. C'est pour ça qu'on parle d'un budget qui doit être équilibré. Les revenus viennent principalement des taxes municipales, mais aussi des amendes et des subventions, par exemple. Bon, donnez-nous quelques faits saillants là, des budgets qui ont été adoptés récemment dans les Basses-Laurentides. Oui, alors commençons par Sainte-Thérèse. On parle ici d'un budget équilibré de 76,3 millions de dollars, ce qui signifie que ce sera le montant dépensé et reçu par la Ville durant la prochaine année. C'est une augmentation de 4 millions depuis l'année dernière. Ça représente aussi une augmentation du compte de taxes de 3,89 % pour une maison unifamiliale. Quelques projets qui seront mis en place dans le plan d'immobilisation sont la création d'un habitat de poissons et d'un marais filtrant au Jardin des Sources, l'installation d'un nouvel éclairage au terrain de baseball du Parc Saint-Jacques et la mise en marche du nouveau service Bixi. À Blainville, maintenant, c'est un budget de 150,4 millions de dollars qui a été adopté plus tôt ce mois-ci, une augmentation de 2,6 millions par rapport à l'an passé. Ça représente une augmentation de 113 $ du compte de taxes pour les immeubles de 1 à 5 logements. Pour ce qui est des projets d'immobilisation, on parle notamment de l'élaboration d'un plan concept pour une patinoire réfrigérée, de l'amélioration des structures en eau potable et d'acquisition de terrain dans la Grande Tourbière. Budget en hausse de 5,3 %, ça c'est à Boisbriand. Oui, ce qui nous amène à 94,8 millions avec une hausse du compte de taxes global de 2,75 % pour les résidences unifamiliales. Pour ce qui est des faits saillants du programme d'immobilisation, on compte l'acquisition d'une plateforme intelligente pour réduire la congestion routière, des travaux de réfection pour le service d'eau potable ainsi que pour l'hôtel de ville qui sera ainsi plus accessible. Pour ce qui est de Sainte-Sophie, on parle d'un budget de 27,3 millions de dollars, une augmentation de près d'1 million, une augmentation générale de 5,56 % aussi des taxes est à retenir. Pour ce qui est des projets dans le programme d'immobilisation, ce qui ressort, c'est le pavage des rues collectrices, l'acquisition d'une autopompe citerne pour le service incendie ainsi que la construction d'une nouvelle piste cyclable pour l'année 2026. Alors, voilà ce qu'il y en a pour les villes les plus populeuses des Basses-Laurentides. Vous pouvez toujours visiter le site Internet de votre municipalité pour en apprendre davantage. Les villes ont donc jusqu'à la fin du mois pour adopter leur budget 2026. Donc, si je ne vous ai pas parlé des états financiers de la capitale régionale, par exemple, c'est que le budget sera adopté jeudi prochain. C'est aussi le cas de Saint-Eustache dans les prochains jours et de Mirabel qui a eu lieu hier. Donc, on n'a pas encore les données. D'accord. Parallèlement à l'exercice budgétaire, on sait que la ville de Mirabel, comme d'autres villes aussi dans la région, offre la chance à ses citoyens de voir leurs projets se réaliser grâce à ce qu'on appelle le budget participatif. Oui, tout à fait. Donc, Mirabel est une des municipalités des Basses-Laurentides qui offre ce genre de projet. Donc, à Mirabel, ce sont 110 000 $ qui seront réservés par la municipalité pour faire voir le jour à 2 projets proposés par des Mirabellois et Mirabelloises. Les projets sont présentement à l'étude et ceux qui ont été retenus seront dévoilés en janvier. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de conduite hivernale de sécurité routière. À plus tard, Claude.
Centraide Laurentide annonce des investissements communautaires totalisant 2 664 133 $ pour l'année 2025, en conformité avec sa mission qui est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les Laurentides. Ce montant permet de soutenir les services de 49 organismes, 13 projets ponctuels et 6 initiatives collectives. À ce jour, Centraide Laurentide a atteint 94 % de son objectif de campagne 2025. À noter qu'il est encore possible de contribuer à cette campagne jusqu'au 31 décembre. Exo annonce l'entrée en vigueur d'horaires spéciaux sur l'ensemble du réseau du 22 décembre au 4 janvier inclusivement, à l'occasion du temps des fêtes. Toutes les informations en lien avec les horaires spéciaux sont disponibles sur le site web d'Exo. Les usagers sont invités à planifier en conséquence leur déplacement en train, en autobus et en transport adapté. La Corporation de développement communautaire de Mirabel lance le 10e portrait de sa bande dessinée documentaire Vivre Mirabel. Le thème, cette fois, la détresse familiale. Pour en parler, je reçois Lynn Aubertin, directrice générale de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Madame Aubertin, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous apparaissez, vous, dans ce 10e portrait réalisé par la BDiste Juliane C.L., qui est assurément peut-être un des plus chargés de la série, selon moi, en termes de gravité là, de sujet. Montrez-moi d'abord le visage de cette détresse familiale. Comment elle se manifeste? Quelles en sont les sources? Dans le fond, nous, on a un vaste clientèle. On a une clientèle de 6 à 21 ans. On a des jeunes qui vivent avec des parents. Souvent, c'est des familles qui sont monoparentales, soit homoparentales, ou tout simplement que c'est des parents qui sont absents, que les jeunes sont avec leurs grands-parents, leurs proches, et où on a aussi une clientèle de jeunes DPJ. C'est des jeunes qui habitent dans des centres jeunesse ou dans des foyers intermédiaires, là. Donc, c'est la majorité de notre clientèle. C'est des jeunes qui sont souvent très isolés, qui ont besoin d'un modèle positif pour évoluer dans la vie. Et quelle est la source de cet isolement? La source de cet isolement, c'est qu'il manque d'un parent significatif, d'un parent qui peut être un guide ou d'un adulte qui est un guide pour ces jeunes-là. Souvent, dans la détresse familiale, le jeune est laissé seul, est laissé pour compte avec lui-même. Donc, c'est là qu'entre en ligne de compte un adulte significatif où le jeune peut se déposer avec lui. D'accord. Donc, ce sont les jeunes qui en paient davantage le prix, les jeunes qui sont abandonnés comme ça, soit par les parents ou par le système. Comment ils voient l'avenir? La majorité n'ont pas vraiment un regard positif sur leur avenir. C'est là qu'entre en ligne de compte notre organisme, puis nos bénévoles, nos mentors. C'est ce qu'on veut faire. On veut faire la différence. On veut qu'il y ait une différence qui s'installe pour le jeune de façon constructive et positive. Donc, ce qu'on remarque vraiment souvent chez le jeune, c'est qu'un manque d'estime de soi, beaucoup de problématiques avec des habiletés sociales. C'est là qui fait que le jeune a un besoin d'un support et il y a une détresse qui s'est installée parce qu'il est isolé, il ne peut pas parler à personne, puis beaucoup ont des idées noires qui ne peuvent pas... Et c'est là que vous entrez en action. Vous travaillez avec ces jeunes-là, puisque vous êtes à la barre d'un organisme qui s'appelle Grand Frère, Grande Sœur, je regarde ma feuille parce que je ne veux pas me tromper, on dit souvent petit frère, Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? À la base, pour moi, c'est une mission qui est primordiale. Oui. Moi, je suis là pour une raison qui est très, très personnelle, pour un vécu personnel. En toute transparence, j'ai vécu un drame personnel qui fait que j'ai perdu une adolescente il y a 3 ans. À partir de là, j'étais une banquière. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, je dois faire une différence. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aider nos jeunes qui se sentent isolés, même si elle était accompagnée? Puis, j'ai voulu créer, si vous voulez, encore plus d'effervescence, encore plus d'engouement pour le mentorat, pour le support aux jeunes. Et j'ai un besoin que cet organisme-là soit grandiose, fasse la différence concrète pour nos jeunes. On comprend très bien maintenant davantage la nature de votre engagement. Quel est le profil des mentors que vous jumelez à ces jeunes? Comment est-ce que vous les recrutez? Vous devez être exigeant. On est très exigeant. Toutefois, ce qu'on veut, c'est pas un adulte parfait. On veut une personne qui est engagée, une personne qui a du cœur, qui a envie de donner au suivant, qui a envie de prendre soin d'un jeune, qui le fasse sentir important. On veut juste que le jeune, dans le fond, sente qu'il
il y a une raison d'être là. Il y a quelqu'un qui peut s'appuyer sur lui, qui peut téléphoner, qui peut jaser, discuter de tout et de rien sans se sentir jugé. On veut pas un mentor qui remplace un parent. On veut une personne qui est à l'écoute du jeune. On veut une personne qui est disponible pour l'accompagner dans son épanouissement, dans lui donner une confiance en lui qui fait qu'il a un avenir plus positif. Et qu'est-ce que ça lui demande au mentor en termes de temps à consacrer à son jeune? C'est très, dans le fond, personnel à chacun. Nous, c'est certain que, bon, comme vous dites, on a une façon de fonctionner. On qualifie nos gens de façon très structurée, organisée, sécuritaire aussi. Bon, le mentor applique, on prend des références, il y a une prise de plumitif. Suite à tout ça aussi, on a créé un comité clinique qui se penche sur les mentors, sur la façon d'être pour essayer de créer aussi des jumelages qu'on appelle des jumelages de fit, excusez l'expression, d'intérêt. Donc, c'est sûr que ce mentor-là, on lui demande d'avoir une constance d'à peu près 3-4 heures par 2 semaines qui entre en contact avec le jeune, que ce soit pour prendre un café, pour faire un devoir, faire une recette. Parfois aussi, c'est pour faire une petite activité. Ça permet aux jeunes, des jeunes comme par exemple qui sont en centre jeunesse, ne sortent à peu près jamais. Donc, c'est sûr que pour lui, le mentor qui l'amène faire une activité, c'est le fun, ça le valorise aussi. C'est ce qu'on demande. On demande d'avoir peut-être aussi une oreille. Si le jeune a besoin de discuter 1 fois par semaine, peut le contacter. Mais à la base, c'est environ 3-4 heures aux 2 semaines. Puis on demande un engagement à peu près 1 année, mais c'est certain que je vous dis qu'on a des jumelages qui ont 4, 5, 6 ans, qui perdurent dans le temps. Quand le jeune est adulte, ça devient comme un membre de la famille. Puis ça, nous, on est super heureux quand on entend ces témoignages-là. Oui, j'imagine que c'est vu comme une grande réussite. Ça, oui, c'est une réussite pour nous. Quand ça arrive. Ouais. Sinon, un petit appel de temps en temps, ça peut quand même faire le boulot. Oui, oui, juste être à l'écoute. Les gens pensent que c'est comme c'était un engagement comme une adoption. C'est pas une adoption. C'est un humain qu'on aide à grandir puis à évoluer parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un adulte significatif dans sa vie. Et cet adulte-là peut changer sa trajectoire, peut faire toute la différence. C'est un peu un don de soi, mais un don de ce qu'on a de meilleur, mais pas de parfait, juste de meilleur. Et quels sont les témoignages que vous recevez, soit des mentors ou des jeunes qui ont été mentorés? Est-ce qu'ils vous en parlent du bien que ça leur a fait? Oui. Je vais vous donner un exemple. La fête de Noël a eu lieu la semaine dernière, puis j'étais à la table avec la mentor qui était bénévole avec sa jeune. Puis je les regardais, j'ai dit, mon Dieu, on dirait que vous êtes de la même famille. Mais elle dit, on est de la même famille. Wow. Et là, ils me racontaient un peu leur vécu, leur quotidien ensemble. Ils souriaient. J'en parle, j'ai encore des frissons. C'était beau à voir. À l'inverse, moi, j'ai des jeunes, on a vraiment cruellement besoin de mentors, on se le cachera pas. Ouais. On a besoin de gens significatifs, on a beaucoup moins d'engagement dernièrement, et c'est là que nous, les jeunes, quand on fait des activités vie associative, on invite nos jeunes. J'ai sincèrement des jeunes qui viennent me voir, et je vous dis la détresse que je ressens de ce jeune-là qui me demande, Madame, dans combien de temps je vais être jumelée, pensez-vous? Dans combien de temps je vais avoir quelqu'un qui va être là pour moi? Sincèrement, j'ai au moins 3-4 jeunes à chaque activité qui viennent me voir pour me le souligner. Donc, ça prend des mentors. Oui, ça prend des mentors. Sur votre site web, vous affirmez ceci, nous croyons qu'un jeune peut changer de trajectoire. Ça, bon, c'est un signe d'espoir. Vous dites aussi, nous intervenons tôt, avant que les difficultés ne s'installent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Est-ce que ça veut dire que des fois, il peut être trop tard ou... Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai eu justement une discussion avec le C3S des Laurentides du secteur des PJ. On a eu cette année, et l'année n'est pas terminée, 5700 jeunes qui ont eu besoin des services de la DPJ. Donc, évidemment, quand on offre un programme comme nous, mentorat pour les jeunes DPJ, mais j'ai pas de mentor, mais j'ai des jeunes qui sont pleins d'espoir dans une salle qui disent « Moi, je veux vraiment avoir quelqu'un qui m'aide dans la vie. » C'est déjà un grand pas en soi. C'est beaucoup. Là, il y a de l'espoir que quelqu'un soit là pour lui parce qu'il a toujours été à peu près seul. Mais si on manque de mentor, ça prend tout son sens à partir de ce moment-là. Les problèmes peuvent s'aggraver. Oui, c'est là que le jeune s'aggrave, il est en attente, c'est long, il se décourage, il peut tomber dans d'autres sphères de sa vie moins agréables, puis qu'on souhaite moins aussi. Donc, la prévention, elle est là. Dès qu'on a une personne à qui s'appuyer, sur qui se déposer, ça fait toute la différence. Ce 10e portrait de la BD se termine par un appel. Je pense que c'est vous que je cite en disant ça. Comme société, on ne peut plus continuer à abandonner les jeunes comme on le fait. C'est le futur qui se joue. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se produire qui vous permettrait de croire que ça se peut? Je suis encore toujours en toute transparence pour avoir vécu une situation.
particulièrement moi-même, un drame, afin d'éviter que ces drames-là se reproduisent. S'il y avait des actions plus concrètes qui étaient posées plus rapidement, si on était plus à l'écoute de nos jeunes, plus sensibles aux jeunes, et c'est parce que c'est l'avenir de demain, nos jeunes, je crois que ça irait mieux, fondamentalement mieux dans le monde, puis on pourrait éviter des drames, parce que les dommages collatéraux de ces drames-là sont innommables. Puis les jeunes doivent savoir que même s'il n'y en a qu'un seul adulte qui est là pour lui puis qui l'aime, puis qui fasse se sentir important, moi, je pense que ça peut faire toute la différence dans la prévention. D'accord. Et est-ce que ça prend plus d'investissement de la part du gouvernement ou plus d'investissement humain là, de la part de ceux qui entourent les jeunes? C'est facile de dire parce que c'est comme quasiment un discours pré-mâché qu'on aurait besoin d'avoir plus de sous du gouvernement pour aller mieux. Mais non, la différence, c'est humainement parlant qu'on la fait parce que c'est un humain qui fait la différence avec un jeune. Ça n'a pas de prix. D'accord. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web pour obtenir plus d'informations sur les grands frères et grandes sœurs, pour s'inscrire à titre de mentor, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, ou tout simplement faire un don, parce qu'on a toujours besoin d'argent quand on fait ce que vous faites. Et pour les gens qui voudraient voir cette BD documentaire, elle se trouve sur le site de la Corporation de développement communautaire de Mirabel. Lynn Aubertin, directrice générale de Grands frères et grandes sœurs de la Porte-du-Nord, merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup à vous. La Ville de Sainte-Thérèse annonce le lancement officiel de son agent conversationnel appelé Thérèse. Situé en bas à droite de l'écran d'accueil du site web de la Ville, identifié par une icône contenant 2 bulles, l'assistant virtuel pourra répondre aux questions des citoyennes et citoyens selon les données disponibles en ligne. L'agent conversationnel, déployé en collaboration avec la compagnie québécoise Blanco, détecte si un utilisateur mentionne des renseignements personnels dans son message et retire ces informations de la conversation. La cérémonie de la 16e édition des prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route s'est déroulée le mardi 9 décembre à Québec. 2 bénévoles ont été récompensés dans les Laurentides, soit Benoît Légaré pour le volet VTT et, à titre posthume, Benoît Piché pour le volet motoneige. Ces prix sont remis à des personnes qui se sont démarquées pour leur contribution à l'entretien et à la surveillance des sentiers de véhicules tout-terrain ou de motoneige, le tout favorisant une pratique plus sécuritaire. Le diffuseur Audicène nous promet un temps des fêtes mémorable. J'en discute avec le principal responsable, Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations. Oui, bonsoir, Étienne. Bonsoir, Claude. Alors, à quoi on s'attend pour le temps des fêtes chez vous? Bien, on peut s'attendre à des spectacles rien de moins qu'exceptionnels. Je vous en liste quelques-uns. Pour la période des fêtes spécifiquement, 19 décembre, la tournée Juste pour rire, donc les étoiles montantes de l'humour, la relève. Hein? Ils ont des univers variés. Doua Cachache, qui a fait la première partie de François Bellefeuille, qu'on a peut-être vu à ce moment-là. Steve Biko, qui a un humour à la fois engagé et sarcastique, un bel équilibre. Magali Saint-Vincent, énergique, polyvalente. Et Thomas Bédard, qui fait dans l'audace et l'autodérision. Autre date à mettre à votre calendrier, le 20 décembre au Cabaret BMO, c'est Big O String Band. C'est un quintet qui font des classiques intemporels de bluegrass, ce style musical qui mélange musique américaine, folklore irlandais, trad écossais, afro-américain et gospel. Tout ça avec banjo, mandoline, contrebasse, violon et guitare. Ce sera festif. Genre de bottine américaine. On pourrait dire ça, une rencontre de différentes influences. Très festif, ça vient des Appalaches, semble-t-il. Mais on aura sur scène David Laflèche, qui lui a grandi dans les Laurentides pour nous faire vivre tout ça. On parle de festif et de trad, hein? Yves Lambert et son orchestre, le 26 décembre prochain. Ça va swinguer sa compagnie. On sait qu'avec la bottine souriante, il a fait se rencontrer la musique traditionnelle québécoise et les cuivres dans les années 80. Mais là, il revient qu'une nouvelle proposition avec un accompagnement d'orchestre à vent. Donc, on aura clarinette, basson, flûte traversière. C'est aussi intéressant que festif, à ne pas manquer. Réal Bélan, 2 janvier, Théâtre Lionel Groux, son 6e spectacle solo. Évidemment, il sera toujours aussi décalé, toujours aussi absurde. Qui sait, peut-être une apparition de son fameux personnage, Monsieur Latreille. Peut-être, mais c'est un maître hein, dans cette matière. Il a son créneau unique qui fonctionne bien, disons-le comme ça. 17 janvier, dernière petite chose, on étire la période des fêtes. Mathieu Grégoire qui vient chanter Fiori Séguin au Cabaret BMO. Oui, des grands classiques de Fiori Séguin, mais aussi de Gilles Valiquette, Claude Dubois, Beau Dommage, bref, les grands de la chanson francophone d'ici. Habituellement, chez Audicène, dans le temps des fêtes comme ça, vous mettez en vente des nouveautés.
On a fait ça encore cette année. Pas Le moins faites-vous? de... Oui. Oui, on le fait, je vous le confirme. Pas moins de 30 spectacles qui ont été mis en vente dans les dernières semaines, soit des nouveautés ou des supplémentaires. À travers tout ça, j'en ai identifié 5 ou 4 que je vais mettre à votre attention. David Corriveau, le 3 juillet, au théâtre Lionel Groulx. Il est venu déjà au cabaret BMO, là, c'est le temps de la grande scène. On le connaît, il jouait le rôle d'Herbert Léotard dans la comédie Moi et l'autre. C'est un imitateur. Il a participé à Ma France, un talent incroyable. 35 millions de vues. Il imite autant des hommes que des femmes, et pas les moindres, hein? Céline Dion, Édith Piaf, Laurence Jalbert, Marie-Carmen, et même Ginette Renault. Ça prend de la voix. Il en a toute une, et dans le spectacle même, il rencontre comment il a imité Ginette Renault dans un restaurant à Ginette Renault elle-même. Donc, je vous laisse aller voir le spectacle pour avoir toutes les anecdotes. On parlait d'imitateurs, on parle de festifs, on parle des gens qui ont des présences sur scène extraordinaires. C'est le cas de Christian-Marc Gendron, qu'on va accueillir en septembre. Son spectacle Trilogie, qui rend hommage toujours aux grands pianistes et chanteurs. Ray Charles, Stevie Wonder, Elton John, Billy Joel. 10 musiciens sur scène, c'est un showman extraordinaire à ne pas manquer. Toujours dans les nouveautés, hein? Un retour d'un classique qui fait rire et rougir un peu, pourquoi pas. Je parle de Ladies Night qui sera chez nous le 2 janvier 2027. C'est un classique hein, depuis plus de 25 ans. On verra s'ils vont battre le record. Le monde est plus en bédaine que dans Brou, cela dit. Oui, Fait que, à voir. 5 amis au chômage qui tentent de faire un peu de sous en tentant de monter un spectacle de striptease. Michel Charette, François Chénier, Marcel Leboeuf, Linz Dentiste, Pierre-Paul Alain et Frédéric Bédard. Dernière nouveauté que je voulais apporter à votre attention, le spectacle Le Petit Roi pour toujours en janvier 2027. C'est un hommage à Jean-Pierre Ferland, 5 musiciens sur scène, des choristes, utilisation d'images d'archives. Ça rendra très bien hommage à l'univers poétique et rempli de tendresse de Jean-Pierre Ferland. En moins d'1 minute, des suggestions cadeaux à mettre sous le sapin. Il y en aurait des centaines, hein? Mais rapidement, en chanson, Dan Bigra, Garot, Pierre Lapointe, Stéphanie Boulay qui s'en viennent. En théâtre, Les Éternels Pigistes, le spectacle qui met entre autres en scène Christian Bégin, avec pièce qui s'intitule Flambant nu. La chanteuse blues Angel Forrest, une voix puissante. L'hommage à Supertramp Memories, volume 2. Et un invité de marque qu'on accueille pour une rare fois au Québec, Michel Fugain, qui sera sur la scène du théâtre Lionel Groulx le 26 mars 2026. Étienne, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jeunet. Clara, bon, les vacances du temps des fêtes approchent pour certains, pour plusieurs même. Ça veut dire plus de déplacements sur les routes dans des conditions hivernales, on va le dire. Vous faites le point avec nous, justement, sur ce que ça va amener sur nos routes dans les Basses-Laurentides. Oui, alors, pour ce qui est des travaux, ils sont déjà normalement suspendus avec l'arrivée du temps hivernal. Peut-être que d'ici là, il y aura quand même un peu d'activité là, sur la 15 avec l'aménagement de la voie réservée, mais ça devrait être ponctuel. Sinon, ce sont les travaux d'entretien hivernal comme le déneigement auquel il faudra porter une attention particulière. Mais justement, rappelez-nous les consignes de sécurité quand on partage la route avec une déneigeuse. Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les angles morts d'une déneigeuse sont multiples. Donc, vous voyez sur les images à l'écran, toutes les toiles rouges installées par terre représentent ce que les chauffeurs de déneigeuses ne voient pas lorsqu'ils conduisent. Alors, c'est entre autres cette visibilité restreinte qui réduit la vitesse de ces véhicules lourds. Il faut être patient lorsqu'on se trouve derrière une déneigeuse et se rappeler que les conditions routières sont meilleures là où vous vous trouvez que devant le véhicule. Est-ce qu'on peut dépasser une déneigeuse? Seulement si elle est munie d'un panneau avertisseur de circulation lente, donc les grosses flèches qui clignotent. Dans ce cas, il est possible de la dépasser, mais en prenant son temps et en signalant bien son déplacement. Si elles sont en convoi sur l'autoroute, il est interdit de dépasser les déneigeuses. Autre règle de sécurité, la responsabilité de bien déneiger sa voiture avant de prendre la route. Oui, bien entendu, si ce n'est pas respecté, ça peut mener à des constats d'infraction. Si votre véhicule est ce qu'on appelle un igloo mobile, qu'il est mal déneigé, ça peut vous valoir une amende entre 60 et 100 $. Et si cela altère votre visibilité, ça peut monter jusqu'à 200 $. Sinon, durant l'hiver, il faut faire particulièrement attention à son véhicule pour qu'il soit en bon état. J'en ai discuté avec Maxime Coursol, qui est conseiller en communication au ministère des Transports. Il nous fait une liste de ce qu'il convient de vérifier avant de prendre la route. C'est la responsabilité de l'automobiliste de s'assurer qu'il y a du liquide lave-glace en bonne quantité avec de l'antigel, évidemment, on est l'hiver. Il y a également l'huile à moteur, à transmission, le liquide pour les freins, le fonctionnement des essuie-glaces, système chauffage, des givrages, et puis également tout ce qu'on appelle les garde-boue, là, ce qui se trouve entre les roues et la voiture. Et bien sûr, donc, bien planifier ses déplacements. Le site Internet Québec 511 permet de vérifier les conditions routières presque en direct sur les routes que l'on veut emprunter. Monsieur Coursol nous partage sa règle de base durant l'hiver.
appliquer la règle de M. McSween, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que faut que tu sortes aujourd'hui? Est-ce que la peinte de lait peut attendre à un peu plus tard ou demain après la tempête? Parce que, évidemment, plus on met de voitures sur la route lorsqu'il fait mauvais, autant pour vous, mais également les autres qui circulent autour de vous, on augmente les risques. Et la préparation d'une trousse de secours à garder dans son véhicule est aussi recommandée. Oui, on se rappellera en mars 2017, lorsqu'une tempête de neige a immobilisé des centaines d'automobilistes sur l'autoroute 13 durant plusieurs heures. Alors, en cas d'urgence, il est recommandé d'avoir à portée de main des grilles de traction, une poche de sable, une pelle, un balai à neige, des allumettes ou un briquet, un grattoir aussi. Je laisse M. Coursol continuer la liste. Si c'est possible, également une lampe de poche avec des piles de rechange, les câbles d'appoint, ce qu'on appelle les câbles à booster, blocs d'alimentation, téléphone chargé si c'est possible, eau, aliments non périssables, puis également surtout une couverture, vêtements chauds, tuques, mitaines, il y a des couvertures en aluminium qui se vendent également, là, tout ça est disons assez important. Vous connaissez l'expression « prie pour le meilleur, prépare-toi au pire ». On ne souhaite pas utiliser cette trousse-là, mais si on a l'utilisé, on est bien content de l'avoir. Voilà, Claude. Alors, soyez prudents durant vos déplacements pour le temps des fêtes. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site Web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.